Vous écoutez le podcast de Collection Miwa. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast de Collection Miwa. Je suis Julien Gérard et je suis aujourd'hui avec Yves Vallier, photographe animalier de nature, on peut dire voyageur aussi je pense, et nous sommes chez lui au cœur de la Provence à côté de Toulon, dans les vignes, dans un endroit très sympa, et j'espère que vous entendrez le chant des cigales. Bonjour Yves. Bonjour Julien, merci d'être venu et puis d'avoir fait un effort parce que la route n'est pas facile. Et voilà, c'est gentil d'être venu me voir. Alors moi, donc Yves Vallier, je fais de la photo animalière depuis 1971. Donc j'ai commencé dans les marais de la Brenne, dans la région au sud de Châteauroux. Et puis donc à l'époque, on faisait beaucoup d'affûts, de hérons, de busards, etc. Voilà. Et puis ensuite, j'ai découvert les îles Shetland donc au cours d'un été suivant, dans les années 75. Je suis parti avec un copain, avec Georges Diff, et puis on a passé donc deux saisons là-bas aux îles Shetland, donc au nord de l'Écosse. Aux îles Shetland, donc là j'ai découvert la faune libre, les oiseaux, les fous de bassan, etc. Donc les macareux. Donc j'étais un peu surpris et passionné par cette faune qui se présentait à moi. Et puis alors il s'est passé quelque chose. On a rencontré plutôt aux îles Shetland un ingénieur qui travaillait pour la SPI Batignolles et qui s'occupait du pétrole. Et il nous a invités à déjeuner avec lui. Et puis, dans la discussion, je lui ai demandé s'il embauchait. Parce que moi, j'étais libre à l'époque. Et donc, il m'a dit, qu'est-ce que tu sais faire? J'ai dit, moi, je suis commercial, donc je ne sais pas faire grand-chose dans le pétrole. Donc, il m'a dit, tu seras laboureur. J'ai dit, laboureur, je ne sais pas ce que c'est. Il m'a dit, c'est manœuvre. J'ai dit, ok. Donc du coup, j'ai travaillé comme manœuvre dans le pétrole pendant 11 semaines. Donc on faisait des semaines entre 70 et 90 heures. Ce qui m'a permis de mettre un petit pécule de côté, parce qu'on travaillait toute la semaine, dimanche compris. Et avec ça, donc, je me suis offert les îles Falkland. Voilà. Donc les îles Falkland, j'avais cherché à la bibliothèque du muséum des textes sur les Falkland. Il n'y avait pas grand-chose à l'époque. Mais j'étais attiré par cette faune, donc par les albatros, par les manchots, etc. Donc c'est comme ça que je suis parti aux Falkland. Je suis parti en 1976 aux îles Falkland. Alors j'ai fait un grand voyage parce qu'à l'époque, il y avait un billet Paris-Buenos Aires qui coûtait 7500 francs à l'époque. Et j'ai trouvé un billet à 4500 francs, mais qui m'a amené en 48 heures en fait, à Buenos Aires. Je suis passé par la Belgique, par Bahamas, par la Bolivie, enfin bref, je suis arrivé à Buenos Aires. À Buenos Aires, j'ai pris un bus qui m'a amené dans un endroit qui s'appelait Comodoro de Rivadavia, et là, il y avait un avion qui allait aux Falkland. Et lorsque je me suis présenté, alors ça fait 2500 km quand même en Argentine, hein, pour aller dans le sud. Lorsque je me suis présenté donc, pour prendre mon billet d'avion pour aller aux îles Falkland, on m'a dit, mais votre passeport. Alors j'ai sorti mon passeport français et on m'a dit, non, pas celui-là. On m'a dit, vous avez besoin d'un passeport pour aller aux îles Falkland. Et ça, personne ne me l'avait dit, ni à l'ambassade d'Angleterre à Paris, ni à l'ambassade d'Argentine. Donc du coup, je suis remonté à Buenos Aires pour faire le passeport. Donc tu t'imagines Buenos Aires pour trouver un photomaton, pour faire des photos, ensuite trouver l'endroit où il fallait faire ce passeport. Donc j'ai eu le passeport et je suis retourné à Comodoro de Rivadavia pour reprendre l'avion. Et là, je suis arrivé aux îles Falkland. Et aux îles Falkland, j'ai été reçu par 2 policiers qui m'attendaient à l'aéroport, qui m'ont demandé premièrement, vous avez combien d'argent sur vous? Et donc, j'avais pas grand-chose, mais j'avais surtout mon billet de retour, en fait. Et donc, ils m'ont emmené tout de suite dans un bed and breakfast parce qu'ils voulaient pas que je dorme n'importe où. Et puis ensuite, donc, j'ai trouvé, à l'époque, c'était des hydravions qui permettaient de se déplacer d'île en île. Et donc, il y a un hydravion qui m'a déposé donc, sur une île. J'ai eu l'autorisation de camper, d'ailleurs, sur cette presqu'île exactement. Et là, j'ai passé des jours fantastiques. J'étais tout seul, j'étais au bord avec les manchots,
Alors les albatros, je les avais pas encore vus à l'époque, mais surtout les manchots et puis les lions de mer et les éléphants de mer. Voilà. Donc j'ai passé des nuits parce qu'en plus c'est l'été arctique, donc ça dure. L'été antarctique, je veux dire, ça dure très longtemps. Hein. Donc il fait nuit à peu près 2 heures par nuit, 2 heures par jour, pas plus. Donc j'ai passé toutes mes journées, j'ai passé une semaine comme ça dans un endroit tout seul. J'avais emmené un peu de cornflakes, un peu de lait quoi, pour manger, mais sinon je me suis nourri de la nature. Quoi. Voilà. Alors je vois que tu es pressé de nous parler des îles, mais avant ça, moi j'aurais aimé connaître ton parcours. Tu as fait quoi comme étude? Donc tu nous disais que tu as travaillé dans le pétrole pendant 11 semaines. Alors bon, ça c'était commercial. Oui, ça c'était effectivement. Bon, donc moi j'étais commercial en fait, hein, parce que j'ai très peu de diplômes, donc j'avais envie de travailler et puis gagner ma vie. Donc je me suis lancé dans le commercial, bon, sans savoir très bien si j'allais réussir, puis en fait ça a marché. Donc j'ai vécu pendant 7 ans à Nantes. Et là, je travaillais dans toute la Bretagne, y compris les départements Sud-Loire, Vendée, Deux-Sèvres, etc. Voilà. Donc j'ai vécu 7 ans dans cet endroit, et puis bon, ça finalement, pour des raisons personnelles, donc je me suis séparé de cette entreprise. Et puis là, donc c'est là où effectivement je suis revenu à Paris, et puis donc je suis revenu au départ, disons, au départ à la découverte de la nature, etc. Bon, voilà. Et quand est-ce que tu as commencé la photo? En 71. En 71. 71, oui. Donc quand j'habitais Nantes, je faisais déjà de la photo. Hein, j'avais déjà, donc on se voyait avec un copain, on se retrouvait du côté de Châteauroux pour faire des photos. On allait aussi dans Lyon, du côté je ne sais plus du coin. Enfin bref. Ça a toujours été photo nature ou tu as fait autre chose? Ça a toujours été les photos nature. Alors au début, c'était vraiment les espèces. Moi j'étais fasciné par les rapaces, en fait. Donc on grimpait aux arbres, on allait voir les nids, etc. Donc, et puis petit à petit, je me suis mis un peu plus au paysage. Voilà. Mais c'est toujours resté nature, en fait. C'est animaux, paysages. Bon, les paysages, parce que c'est leur environnement, en fait. Hein. Donc c'est important de situer les animaux dans leur environnement. Et puis après, je me suis mis à la plongée sous-marine, donc un peu plus tard, parce que je pensais que c'était bien, notamment pour des îles comme les Galapagos, on va en reparler, mais donc ils sont quand même liés à l'océan, donc à ce qu'apporte l'océan. Donc je pensais que c'était bien d'amener des photos sous-marines avec la faune locale. Quoi. Voilà. Tu as toujours eu cet intérêt pour la nature avant de faire des photos? Eh bien, c'est les deux qui sont venus en même temps? Alors non, ça m'est venu ça m'est venu à cette époque-là. Moi, j'étais pas branché nature en fait. J'ai découvert parce qu'on m'a emmené dans un coin où j'ai découvert la nature en fait, et puis ça m'a plu quoi. Ça m'a vraiment attiré quoi. Voilà. D'accord. On va retourner alors dans les îles Falkland. Les photos du livre, tu les as commencées il y a longtemps alors? Donc j'ai une photo d'ailleurs à l'intérieur que j'ai faite en 76. Je l'ai gardée parce que en plus c'est beaucoup de souvenirs et puis ça symbolise un petit peu mes débuts en photo en fait. C'est là où j'utilisais la première fois le grand angle, le 20 mm, donc voilà, c'est un peu ça quoi. C'est un peu le début. Quoi. Alors je vais juste resituer parce que tu m'as pris de court et on est parti tout de suite dans les îles Falkland. Mais donc Yves est photographe et il a sorti 2 beaux livres. Donc il y en a un qui s'appelle Falkland, donc qui traite des îles Falkland, et un second qui s'appelle Galapagos. Voilà, c'était juste pour resituer et je te laisse retourner aux Falkland. Alors, ouais, les Falklands, moi, ce qui m'a beaucoup plu, notamment, bon, parce que c'était aussi mon premier grand voyage, hein, les Falklands, ce qui m'a beaucoup plu, c'est la liberté, en fait. C'est la liberté, c'est-à-dire qu'on passe des journées sans voir personne, on voit que les animaux, donc on se promène dans la nature. Bon, il faut toujours respecter la nature, et ça, je l'ai appris sur le terrain aussi, hein, respecter les animaux, ne pas les toucher, bon, parce qu'on est toujours... L'être humain a toujours envie de toucher un animal, que ce soit d'une marmotte ou que ce soit un oiseau, un petit oiseau. Il y a toujours cette tentation de toucher l'animal. En fait, moi, je suis toujours resté en retrait parce que je pense que l'animal, c'est un animal sauvage et donc il ne faut jamais intervenir, en fait, comme le nourrir ou enfin, des choses comme ça. Donc ça, il ne faut jamais le faire. Donc j'ai appris tout ça sur le terrain, par exemple, approcher les manchots, parce que les manchots,
C'est des animaux qui font à peu près 40-50 cm de haut, qui nichent en colonie. Donc quand on approche d'une colonie, le premier réflexe qu'ils ont, c'est de s'éloigner, c'est de partir. Et quand on s'assoit au bord d'une colonie, quand on ne bouge pas, ben ils reviennent. Ils reviennent, et puis ils reviennent. Alors ils reviennent, d'abord ils te regardent, puis ensuite après ils te touchent avec le bec, ils viennent te toucher un peu les chaussures. Enfin tout ça, ils essayent de faire connaissance, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce machin-là qui est... Voilà. Donc tout ça, ça s'apprend sur le terrain, quoi. Approcher les animaux, les respecter, ne pas leur faire peur. Et au Falkland, il y a cette grande liberté, en fait, c'est qu'on voit personne. Et puis que les animaux ne sont pas sauvages comme en France. Par exemple, en France, en Europe, c'est très difficile d'approcher les animaux. Hein. Tandis que dans les pays comme ça, dans les Falklands, on peut passer des journées à côté d'un animal sans le déranger. Et puis, en plus, en observant un animal, on apprend beaucoup de choses. Sur les comportements animaliers, on apprend beaucoup de choses. Donc passer des heures comme ça à regarder les animaux, soit nourrir, soit voler, on apprend beaucoup de choses quand même. Voilà. Alors les manchots, c'est la photo de la couverture. Ouais. On parle de colonies, mais j'arrive même pas à estimer le nombre. Il y a combien de manchots dans une colonie ça varie, puisque oui, c'est variable. La première fois que je suis arrivé aux îles Falkland, donc on m'a indiqué un endroit où il y avait des manchots royaux, parce qu'il y a 5 espèces de manchots aux îles Falkland, dont le manchot royal, qui est plutôt dans les îles subantarctiques, donc plutôt en Géorgie du Sud, etc. Donc tous ces coins-là un peu plus au sud. Et donc ils nichaient donc aux îles Falkland. Et quand j'ai découvert cette colonie, enfin qu'on m'avait indiqué, hein, il y avait 50 individus. C'est à Volontir, d'ailleurs, je suis retourné dans ce coin-là, parce que j'y suis retourné 10 fois aux îles Falkland, hein, depuis 1976. Avec le billet à 4500, alors ou là, après tu as fait plus confortable? Après, c'est-à-dire qu'entre-temps, malheureusement, entre-temps, il y a eu la guerre, hein, en 82, aux îles Falkland, donc ça a changé quand même, et après on y allait soit par une base américaine, par une base anglaise, je veux dire, qui se situe en Atlantique. Et puis maintenant, on passe par le Chili, en fait, pour aller aux îles Falkland. Voilà, donc c'est pas compliqué, quoi. Il suffit de prendre un billet pour Santiago, et puis après, Santiago, on va aux îles Falkland. Alors moi, c'est un coin que je connais pas du tout. C'était quoi comme guerre là-bas? La guerre des Malouines. Alors oui, je dis Falkland parce que je le mets aussi au dos du livre. J'explique que c'est Malouines, Falkland, ou Malvinas aussi, parce que comme c'est une terre qui est quand même très proche, c'est à 400 km de l'Argentine, les Argentins l'ont toujours revendiqué. Hein. Alors au départ, ils ne s'en souciaient pas beaucoup, il y a longtemps, hein, ils ne s'en souciaient pas beaucoup, puis d'un coup, les îles Falkland, c'est devenu un point un petit peu stratégique quand même par rapport à l'Atlantique Sud, donc ils s'y sont intéressés. Et puis, donc les Anglais, eux, ils ont colonisé comme un peu partout dans le monde, hein, et puis ils se sont installés aux Falkland, donc il y a eu des settlements, donc des gens qui se sont installés aux Falkland. Ils ont élevé des moutons, donc il y avait beaucoup de moutons aux Falkland. Et puis les Argentins, donc il y avait 10, 15 Argentins aux îles Falkland qui travaillaient tout simplement. Donc, voilà. Et puis en 1982, donc, il y a eu la guerre, donc les Argentins ont envahi les Falkland, qui n'étaient pas tellement gardés d'ailleurs, parce qu'il y avait peut-être une vingtaine d'hommes en armes aux îles Falkland, donc ça n'a pas été très compliqué. Par contre, les Anglais n'ont pas du tout apprécié, et ensuite ils sont retournés en force aux îles Falkland, et là, il y a eu la guerre. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a quand même 3000 soldats anglais aux îles Falkland. Okay. Voilà. Alors qu'à l'époque, en 1976, quand j'y suis allé, il y en avait pas un, enfin il y avait 10 personnes, voilà, tout simplement un peu de policiers, quoi, mais il y avait personne, quoi. Voilà. Donc effectivement, ça a changé beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de constructions dans certains endroits, pas partout heureusement, mais il y a eu quand même des constructions, des routes, etc. Donc ça s'est un peu modernisé, quoi. Voilà. Et puis tout ce qui amène à la modernisation et le monde, c'est-à-dire beaucoup de voitures, les gens qui roulent vite, alors qu'avant les gens roulaient tout doucement. Enfin bon, voilà, des choses comme ça qui ont changé, quoi. Tu as vu une évolution du coup par rapport à ces changements sur la faune? Alors la faune, alors justement, c'est ce que je disais au début, c'est que donc j'ai vu cette colonie de 50 manchots royaux, et aujourd'hui ils sont quand même plus de 2500.
quand même. Donc il y a eu une belle évolution de ce côté-là. Bon, c'est un endroit qui est quand même privé et qui appartient à quelqu'un, parce que là-bas, toutes les îles appartiennent quand même à des propriétaires. Hein. Donc c'était privé. En plus, ils ont arrangé quand même, ils ont fait un écotourisme quand même, donc ce qui fait que dans leur ferme, ils reçoivent des gens. Donc ce qui permet d'éviter aux gens de camper n'importe où, enfin voilà, de polluer les environs, donc c'est quand même très contingenté. Et donc ça a favorisé. Alors, par contre, il y a des moments où effectivement, il y a certaines espèces, comme les gorfous sauteurs par exemple, qui sont en baisse, mais ça c'est plutôt dû au manque de poissons. En fait, il y a des poissons qui sont plus ou moins pêchés, surtout dans ces coins-là qui sont quand même très riches. Hein. Et périodiquement, il y a quand même les quantités varient en fait un petit peu par rapport à ça. Voilà. Ils ont des problèmes de surpêche aussi là-bas Ils ont des problèmes de surpêche, oui, il y a beaucoup de bateaux qui viennent pêcher là-bas. Puis alors il y a aussi d'autres problèmes qui sont la recherche du pétrole. Donc il y a des recherches pétrolifères aussi dans le coin. Ça c'est quand même moins bon. Donc tout ça, ça perturbe quand même la nature. Et forcément, il y a des conséquences. Voilà. Donc il y a des espèces qui s'en sortent toujours mieux que d'autres, parce qu'elles vivent aussi aux dépens d'autres espèces. Par contre, il y a des espèces qui sont plus pures, disons, qui, elles, s'en sortent beaucoup moins bien. Voilà. Ok. Alors, on va parler un peu du contenu du livre. Donc, je t'avais demandé de faire des petits devoirs avant ma venue et de noter des pages du livre qui t'intéressent. Donc je vais te demander de nous décrire les photos que tu as notées et de nous expliquer pourquoi tu les as choisies et de nous donner surtout le numéro de la page. Alors en page 15, donc j'ai une photo de ce coin-là qui s'appelle Volunteer Point. Donc Volunteer Point, c'est l'endroit où j'ai atterri la première fois, quoi. Voilà, où on m'a laissé pendant 8 jours tout seul. Et pour moi, ça a été une découverte, quoi. Voir ces manchots. Il y avait 3 espèces de manchots quand même sur place. Donc j'ai passé des nuits, des jours, des nuits à être avec ces manchots. Donc j'avais sélectionné cette photo, donc qui est un paysage. Alors elle montre bien la solitude que tu as dû ressentir. Oui, tout à fait. C'est très désertique. Alors je vois qu'à côté de la photo, il y a les longs textes. Alors, il y a un texte, oui, alors j'ai pas forcé sur les textes, hein, parce que je voulais pas faire un texte scientifique, d'abord parce que j'ai un bouquin scientifique, parce que je ne suis pas scientifique déjà. Et puis, les gens qui veulent vraiment fouiller un peu plus sur les espèces, il y a beaucoup on trouve beaucoup de choses maintenant, soit sur Internet, soit dans des livres, quand même, vraiment sur des espèces, côté scientifique, donc je laisse un peu le choix aux gens. Par contre, effectivement, j'ai fait des textes un petit peu de ressenti, quoi, de textes un peu sentimentaux, quoi, ce que je ressentais sur le terrain ou en rencontrant des animaux. Voilà, c'est un peu un carnet de voyage, alors. C'est aussi, oui, c'est un peu un carnet de voyage, ouais. Ok. Donc il y avait ça, donc là on a des espèces, on a des colonies plutôt. Alors là j'en arrive tout de suite au caracara. Alors le caracara austral. Là on est page 42. Page 42. Alors page 42, donc c'est le caracara austral. Donc c'est un oiseau qui est très rare, qui se reproduit uniquement dans certaines îles du Cap Horn et aux Falklands. C'est un rapace, donc qui est très intelligent. Et qui vient fouiller dans les sacs à dos. Enfin, il faut s'en méfier aussi parce qu'il est quand même assez curieux. Il peut être agressif aussi quelquefois. Donc voilà. Quand tu dis intelligent, intelligent, oui, parce que c'est un oiseau qui se rend compte un peu des situations, quoi. Il voit tout de suite, par exemple, alors je disais tout à l'heure qu'il ne fallait pas nourrir, mais il m'est arrivé de lui donner à manger un caracara, donc c'est quand même un oiseau, un rapace, qui est quand même sauvage. Hein. Et puis il a l'air assez gros là sur la photo. Il a l'air, ouais, c'est la taille d'une buse quand même, donc c'est assez costaud. En plus c'est très rapide, c'est nerveux comme animal, donc il faut être prudent quand même. On se retrouve quand on est isolé, on se retrouve très rapidement entouré par 5, 6, 10 caracaras. Donc des fois, c'est pas les oiseaux d'Hitchcock, hein, mais quelquefois il faut se méfier parce qu'ils viennent et vraiment ils fouillent dans les sacs, ils ouvrent tout, puis le problème c'est qu'ils peuvent emmener un capuchon d'objectif, un truc comme ça, quoi. Donc ils piquent un peu tout, quoi. Donc faut
faut rester méfiant, quoi. Si c'est que le capuchon, ça va, tant qu'ils partent pas avec le boîtier. C'est un peu lourd. C'est un peu lourd pour eux, mais enfin voilà. Donc le Caracara austral, on passe des heures avec ce Caracara austral. Et puis alors le skuer antarctique. Donc le skuer antarctique. Voilà, page 47, le skuer antarctique. Donc on a dans l'hémisphère nord, on a le Grand Labe, hein, qui est similaire, avec des petites différences, mais enfin grosso modo c'est le même. Et puis donc le skuer antarctique qui se trouve dans l'hémisphère sud, donc que l'on trouve aussi au Falkland. Alors il m'est arrivé, là j'ai une petite histoire, mais enfin j'avais campé donc une fois près d'une colonie de manchots-papous. Et à proximité de cette colonie, il y avait donc un couple de skuer antarctiques qui nichaient. Alors pourquoi ils nichaient à côté de la colonie? C'est parce qu'ils avaient le garde-manger à côté. Donc ils allaient tout simplement se servir, manger des poussins au fur et à mesure. Et quand je me suis installé, donc ça leur a pas plu. Ça leur a pas plu parce que j'étais un peu un concurrent pour eux. Hein. Donc tu mangeais pas de poussins, rassure. Je mangeais pas de poussins, mais bon, j'ai essayé de leur expliquer, mais je me suis pas exprimé en langage de skua, donc ils m'ont pas compris. Donc ce qu'ils ont fait, ils m'ont attaqué en fait. Et quand j'y attaqué, c'est vraiment attaqué, c'est-à-dire des plongeons, des plongeons en prenant vraiment de la force dans les airs, en descendant, en chute, et puis attaquer. Et j'étais obligé à l'époque de vider mon sac photo, et je me suis mis sur la tête pour me protéger parce qu'il tapait vraiment. Et le lab, la technique du lab, c'est de taper en fait avec le revers de la patte, et ainsi ils assomment leur prise, leur proie. Hein, j'en ai vu par exemple au Shetland, dont des grands labs, donc c'est à peu près la même espèce, ils ont les mêmes comportements. Hein. Des grands labs qui tuaient des macareux comme ça, en les assommant. C'est en plein vol, comme ça ils tapaient dans la tête, et puis au bout d'un moment le macareux était donc assommé, et puis ils venaient le manger au sol. Et donc là c'est pareil. Donc j'étais obligé de partir parce que ouais, bah oui. ça devenait urgent, quoi. Voilà, par contre, c'est les oiseaux d'Hitchcock. Là. Alors là c'est vraiment les oiseaux d'Hitchcock. Mais bon, j'avais vu des goélands déjà, parce que certains goélands ont aussi des attitudes aussi assez agressives, des sternes aussi, qui sont des oiseaux plus petits, qui attaquent aussi, mais par contre, des attaques comme ça, j'avais jamais vu, quoi. En plus, au Falkland, il y a beaucoup de vent. Donc ils prenaient de la vitesse avec le vent et ils arrivaient vraiment à fond sur moi, quoi. Et puis vraiment touchés, quoi. Il y en a qui font des fois, les goélands par exemple, font des plongées d'intimidation comme ça, mais ils s'arrêtent à 60 cm, alors que lui, il touchait vraiment, quoi. Donc en plus ils étaient deux. Donc il fallait faire attention parce qu'il y en avait un d'un côté, un de l'autre, enfin, ils se relayaient. C'est marrant parce que quand on voit les photos du livre, c'est un endroit qui a l'air vraiment très sauvage et on s'attend pas à ce que le danger finalement vienne des oiseaux. On verra plus loin dans le livre, il y a des gros éléphants de mer et... Alors faut rester raisonnable, hein. Faut rester humble, hein. C'est pas vraiment, on risque pas sa vie, mais enfin bon, ça surprend quand même, quoi. Les skuas qui attaquent, ça surprend vraiment, quoi. Alors la page 60, j'arrive à l'albatros. Donc là, l'albatros, c'est à sourcil noir, donc qui niche aux îles Falkland. Et donc là, c'est des gestes de tendresse entre un adulte et le poussin. Donc avec le bec, tu vois, il le caresse, il lui refait son plumage, etc. Donc il s'occupe du petit, en fait. Voilà. Donc on connaît ça des mammifères, hein. Les mammifères ont de la tendresse vis-à-vis de leurs petits, par contre on le connaît moins vis-à-vis des oiseaux. Et bon, ça existe aussi vis-à-vis des oiseaux, des grands oiseaux, parce que l'albatros, ça fait quand même 1,90 m d'envergure, hein, c'est un grand oiseau. Voilà, et puis... Et ils sont plus sympas alors que les précédents. Alors ils sont plus sympas, bon, il faut faire attention au coup de bec, de toute façon, faut pas trop approcher quand même, hein, parce que la défense, chez eux, c'est le coup de bec. Autant chez les rapaces, c'est les coups de patte, autant chez ces oiseaux-là, c'est les coups de bec. Et les becs sont assez forts quand même, et donc faut se méfier. Mais enfin, il n'y a pas de raison non plus d'aller les embêter. On peut toujours rester à proximité. Alors sur la page 60, là, on a quand même un plan assez serré. Tu travaillais à quoi comme focale, du coup ? Eh ben, j'ai un 500 mm, donc ça aide. j'ai emmené, ouais, ça aide quand même. Hein. 500, puis quelquefois, j'ai un multiplicateur de 1,4. Donc, bon, je préfère le 500 parce qu'au point de vue pureté d'image, c'est quand même supérieur. Et donc, oui, on peut s'approcher relativement près, ouais, quand même.
On peut faire du grand angle aussi, hein, pour certaines espèces, il n'y a pas de problème. Il suffit d'approcher tout doucement quand même, quoi. Il faut toujours respecter l'animal, toujours approcher tout doucement. Alors je reviens à l'albatros aussi, parce que ça c'est la page 85, donc il y a un albatros en vol. Et donc c'est ce que j'ai dit au début, c'est que passer des heures à regarder les animaux, les comportements, donc les nourrissages, les gestes de tendresse entre les adultes et les poussins, et puis le vol. Alors, je ne savais pas, mais j'ai constaté que les oiseaux volaient par plaisir, en fait. Et les albatros volent par plaisir. Ils font que ça toute la journée, quoi. Ils volent, donc ils récupèrent ils cèdent, en fait, avec leurs ailes, ils prennent appui sur les airs ascendants, hein, le long des falaises, et ils volent par plaisir pendant des heures, comme ça. Voilà. Ah, là, on arrive à une page avec steak tartare. Voilà, alors là, ça c'est les éléphants de mer. Donc les éléphants de mer, en fait, là, on a une mère éléphant de mer avec son petit, qu'elle vient juste de mettre au monde. Alors on est page combien, la page 108. On est page 107 et 108. Voilà. On est 107, 108. Il y a donc des goélands autour, il y a des vautours qui viennent aussi pour manger le placenta. Donc ça c'est un régal, en plus c'est très riche, hein, le placenta, donc ils viennent tous à la curée. Et puis donc le petit vient de naître. Donc la première réaction de la mère, c'est de l'ignorer, en fait. Elle l'ignore, c'est-à-dire qu'elle tourne la tête, et puis jusqu'au moment où le petit pousse un petit cri. Et là, elle se retourne vers lui, et c'est un peu la scène. Donc là, elle se retourne vers lui, puis elle commence à le sentir, à le toucher, etc. Et puis là, il y a quelque chose qui se passe entre la mère et le petit. Voilà. Pour ça que j'ai mis cette photo, parce que ça, c'est vraiment le premier instant de naissance. Ok, la première rencontre entre la mère et le petit. Voilà, entre la mère et son petit. Et puis là, donc tout de suite, évidemment, il a trouvé tout de suite les mamelles, donc il vient téter sa maman. Et alors à côté, bien sûr, il reste le placenta, donc page 109. Et là, il y a un caracara qui vient, et puis qui vient tirer des morceaux pour s'en nourrir. Et il se trouve qu'à ce moment-là, donc c'est la période où justement le caracara a aussi des jeunes, donc ce qui lui permet de nourrir ses jeunes. Voilà. C'est bien foutu. Hein. Il y a toute une histoire là. Hein. Alors 114, 117, donc ça c'est des combats d'éléphants de mer. Donc un éléphant de mer, ça pèse 1,5 tonnes à peu près. Hein. Ça c'est impressionnant par contre. Il ne faut pas trop les approcher parce que c'est les animaux qui se déplacent très vite sur quelques mètres, bien sûr, heureusement, sur 3-4 mètres, 5 mètres. Donc il ne faut pas venir les embêter trop près parce qu'on risque d'être écrasé. Et puis même, ils ont des crocs quand même, ils s'en servent assez bien quand ils combattent. Là, tu es au 500 toujours Non, là, je suis au grand angle. Là, je suis venu vraiment... Ouais, tu étais quand même assez près. Ouais, là, j'étais assez près. J'étais assez près, mais je suis toujours prêt à repartir. Quoi, hein. En général... il n'avait pas l'air trop content, là, sur la page. Non, il n'est pas content, parce que, en fait, c'est les périodes de reproduction. Donc, c'est là où les mâles font leur harem. Donc, ils ont jusqu'à 30 femelles. Et il y a toujours des jeunes mâles qui viennent se mesurer, qui viennent récupérer des femelles, qui viennent soit à la limite à la périphérie de la colonie, récupérer une femelle, ou puis là, puis le mâle, lui, le boule, là, le chef du harem, lui, il veille toujours effectivement à son harem, et puis c'est là où les bagarres se déclenchent, quoi. Donc là, c'est assez violent, par contre. Là, c'est assez violent, c'est impressionnant, parce que quand deux mastodontes d'1,5 tonne se rencontrent, ça fait du bruit, et au bout d'un moment, voilà. Donc au bout d'un moment, on a la page 116. Le sang qu'on voit, c'est le leur, alors ? C'est le leur, ouais. Ah oui, ouais. Ils se mettent dans sales états. Ouais, il y a des fois, d'ailleurs, alors tout dépend où ils se tapent, en fait, mais quelquefois, c'est la trompe, et il y en a qui perdent une trompe, comme ça, qui est arrachée au cours du combat. D'accord. Ça les empêche pas d'ailleurs d'être toujours agressifs parce qu'ils reviennent quand même. Hein, c'est quand même, ils sont poussés par l'envie de se reproduire eux aussi, mais bon, ils sont pas au niveau, donc ils ont pas encore atteint. Certains n'ont pas encore atteint le niveau de chef,
Donc c'est toujours le maître du harem qui l'emporte, quoi. En général, il n'y a que le maître qui se reproduit, c'est ça? Il n'y a que le maître qui se reproduit. Alors sauf quand les satellites, ce qu'on appelle les satellites, c'est-à-dire ceux qui restent autour de la colonie, qui veulent toujours récupérer une femelle. Donc il arrive effectivement qu'ils puissent se reproduire avec une femelle. Mais quelquefois, parce que quand même ça dure quand même quelques jours quand même, cette période, et les mâles étant obligés de garder le harem, donc de garder les femelles, n'ont pas trop le temps de se nourrir. Donc au bout d'un moment, ils sont quand même fatigués. Et puis ensuite, en plus, ils ont donc ces combats à subir, ce qui fait que, au bout d'un moment, quelquefois, le vieux mâle, lui, il laisse la place à quelqu'un d'autre, à un jeune, parce que il est en état de faiblesse et il peut plus donner, quoi. Donc dans ce cas-là, il laisse la place. Voilà, ça arrive. Voilà, alors ça c'est les manchots papous. Alors là, on est page 149, page 149, 150. page 150. Voilà. Très belle donc, photo. Ça, c'est l'atterrissage des manchots papous. Alors, bon, j'ai mis cette photo parce qu'en fait, ils sont beaux. Ils sont beaux, ils sont tout propres. Ils sont tout lisses, ils sont un peu gros d'ailleurs. Et ils arrivent, en fait. Alors, ils arrivent en fait de la mer, de la pleine mer. Et on les voit, ils arrivent par groupe de 10, 15, des fois 50, comme ça, et ils tirent des bords au large, en regardant à chaque fois sur la plage, pour voir s'il n'y a pas parce qu'il y a toujours des lions de mer qui viennent pour essayer de les capturer, donc il y a souvent des parasites comme ça. Donc ils viennent, ils tirent des bords, et puis petit à petit, à un moment donné, ils arrivent sur la plage, donc ils profitent un petit peu des rouleaux qui viennent, qui viennent finir sur la plage, et ils touchent le sol. Donc là, pendant un moment, ils se secouent, et puis après, ils partent un petit peu à l'intérieur des terres, donc à 500 mètres à peu près de la mer, pour commencer à nicher. Voilà. Et donc là, ils font leur nid, et ensuite ils font leur couple, etc. Et puis ils ont les petits. Voilà. Donc ça, c'est l'arrivée, en fait. Parce qu'après, quand les manchots sont en colonie, ils sont moins beaux, parce qu'il y a les animaux fiantent, lancent des fientes dans la colonie, donc ils sont plus ou moins souillés. Et en plus, ils se frottent par terre, donc ils sont ils sont moins beaux, quoi. Donc on a plutôt l'habitude de voir des photos, ils sont tout beaux. Donc ça, c'est des photos rares, mais c'est les plus compliqués à voir, j'imagine, du coup. Quand ils sont tout beaux, oui, parce que là, ils arrivent... C'est un tout petit moment, en fait. C'est un tout petit moment, voilà, tout à fait. C'est un tout petit moment. Et c'est aussi... en fait, ils arrivent, ils ont passé des mois en mer, et puis là, ils reviennent à terre pour se reproduire. Donc c'est quand même un moment qui est rempli d'émotions, quand même. Et puis ils arrivent, petit à petit, ils se suivent en file indienne, et puis ils vont jusqu'à la colonie. Et quand on revient 3 semaines après, là, la colonie est établie, donc les nids sont faits, et puis après les petits, etc., quoi. Oui, et puis donc j'en arrive à la page 159. Donc là, c'est une scène à laquelle j'ai assisté en direct, si je peux dire, parce que j'ai photographié. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On voit un jeune caracara qui est aux prises avec un adulte caracara. Et l'adulte avait vraiment l'intention de le tuer. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas ce qu'il lui a fait, ce jeune. Mais c'était d'une violence terrible, quoi. Vraiment, il lui sautait dessus. D'ailleurs, on voit la peur dans la photo, donc c'est page 159. On voit la peur dans l'œil du jeune caracara. Et donc là, je suis un peu intervenu quand même, parce que vraiment, au bout d'un moment, c'était un peu trop violent. Donc le jeune en a profité pour partir. Mais les deux caracaras, parce qu'il y en avait deux quand même, les deux adultes, ils l'ont cherché quand même, ils ont continué à le chercher. Donc c'est vraiment une scène violente, quoi. Voilà. Donc la nature, c'est beau, et ça peut être très violent aussi. C'était quand ton dernier voyage dans ces îles ? Alors au Falkland, ça fait 4 ans. Le dernier voyage, c'est 4 ans. En fait, j'y suis resté, je suis passé... j'ai mis 20 ans à y retourner, la deuxième fois, en fait. Et puis après, j'y suis retourné plusieurs fois. Voilà, à des périodes espacées. Et tu prévois d'y retourner encore ?
J'aimerais bien. Alors là, par contre, avec la Covid, là, ça paraît un peu compliqué. Surtout les îles, hein, parce que les gens qui habitent sur des îles n'ont pas tellement envie de se faire contaminer. Donc, enfin, après, bon, il y a l'armée donc, sur place. Donc, je pense que l'armée aussi pose des problèmes également au point de vue contamination. Hein. Mais oui, j'aimerais bien parce que justement, c'est cette liberté quoi, d'être avec les animaux toute la journée. Et ça, c'est important parce qu'on ne retrouve pas ça partout. Alors tu as fait un second livre, Galapagos. Oui. Tu peux nous parler un peu de ta découverte des Galapagos? Ça s'est fait dans quel cadre? Alors les Galapagos, donc ce qui m'a motivé pour les Galapagos, je le dis un petit peu d'ailleurs à la fin, c'est dans les années 80, il y avait une émission qui s'appelait Caméra au point, c'était Christian Zuber qui faisait ça. Et on voyait le générique de cette émission, c'était donc Christian Zuber avec sa caméra au point. À l'époque, il avait une Beaulieu, donc une 16 mm Beaulieu, dans une main, et dans l'autre main, il avait un parapluie, et il marchait au milieu de colonies de fous. Voilà. Donc, et c'est pareil, donc ça m'a attiré aussi, parce qu'il y avait aussi cette proximité avec les animaux, et puis surtout l'absence de peur. Au Galapagos, ça c'est frappant, c'est-à-dire qu'on approche les animaux qui sont sauvages d'habitude, on les approche, mais vraiment comme un chien, quoi, enfin, comme un animal domestique. Quoi. Ça c'est vraiment frappant au Galapagos. Voilà. Donc tu es allé c'est ce qui m'a... Donc Galapagos, alors les Galapagos c'est un peu plus compliqué parce qu'en fait, la première fois que j'y suis allé, c'était par Nouvelle Frontière, qui faisait un voyage en Équateur, donc le pays, l'Équateur, avec une extension de quelques jours au Galapagos. Donc j'étais allé les voir, puis j'ai dit tiens c'est dommage que vous ne fassiez pas un voyage Galapagos quand même et tout. Puis il m'a dit écoutez on peut peut-être le faire, mais il faut trouver des personnes. Donc il m'a dit bon donc il m'a dit rappelez-moi. Donc je le rappelle quelques temps après, puis il me dit ben on a quelques personnes donc qui seraient d'accord pour faire un voyage Galapagos. Et nous on était 4 aussi, donc on a fait un petit groupe avec Nouvelle Frontière. Voilà. Alors ça s'est pas très bien passé. Alors c'est pas de la faute à Nouvelle Frontière, c'est plutôt de la faute des gens qui venaient pour le loisir, quoi, en fait. Donc, ils venaient à la plage au Galapagos. Donc, voilà. Ça fait long. Ça fait loin, et puis je vois pas l'intérêt de venir au Galapagos pour aller à la plage, quoi. Donc, on n'était pas d'accord sur les façons de se déplacer, enfin, le temps consacré à la nature. Donc, ça s'est pas très bien passé. Alors, par contre, sur place, on a rencontré un petit capitaine de bateau. Alors, c'était un tout petit bateau, hein, c'était vraiment une coquille de noix. On a discuté avec lui, on est rentré sur le bateau, on a vu un petit peu, et puis il nous a dit, ben voilà, si vous êtes 8, on peut faire un groupe, et moi je vous emmène. Donc on a correspondu avec lui, et puis on a fait un itinéraire, et puis nous on était 8 photographes, donc on a fait un groupe de photographes qui se connaissaient, parce qu'on avait l'habitude de se rencontrer, et on est retourné au Galapagos donc avec ce groupe. Donc là, ça s'est passé différemment, c'est-à-dire qu'on était vraiment là-bas pour faire de la photo et pour voir les animaux, quoi. Voilà, c'était vraiment dans un but photographique. Voilà. Ouais, je pense que pour les non-photographes, c'est toujours compliqué d'accompagner des photographes. Oui, il ne faut pas mélanger les deux, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un peu comme les objectifs ne sont pas les mêmes. C'est un peu comme la plongée sous-marine et puis faire de la photo en plongée sous-marine. C'est un peu pareil, quoi. Il y a des gens qui plongent et puis qui se promènent sous l'eau, et quand on fait de la photo sous l'eau, il faut observer, il faut chercher, après il faut s'arrêter. Donc c'est pas la même démarche, quoi, c'est sûr. Alors là, pareil, je t'avais demandé d'identifier quelques pages. Quelques pages, voilà. Alors c'est le hibou des marais, donc ça c'est le hibou des marais. C'est une espèce qui existe aussi en Europe, hein, le hibou des marais. Sauf que là, c'est une sous-espèce quand même des Galapagos. Enfin bon, il n'y a pas grand-chose qui... Alors, au niveau de la faune, je crois que l'intérêt des Galapagos, c'est qu'il y a pas mal d'espèces endémiques. Alors, c'est l'endémisme, voilà, c'est l'endémisme qui prime aux Galapagos, hein, autant dans la faune que dans la flore, hein, effectivement. Donc c'est ce qui fait, toute la théorie de Darwin. Hein, donc il y a quand même beaucoup de choses aux Galapagos. Donc le hibou des marais, en fait, ce hibou des marais, il est
dans plusieurs îles. Et là, il se trouve qu'il y a des pétrels. Donc des pétrels, c'est des petits oiseaux de mer, donc, qui sont d'habitude nocturnes, mais qui nichent dans la lave, dans les recoins de lave. Donc là, il y a à peu près 10 000 pétrels. Et lui, il est là aussi, il a son petit garde-manger à proximité, donc il vole de temps en temps, et c'est terrible parce qu'on ne le voit pas en fait. Il a la couleur vraiment de la lave, on voit bien la lave et puis son plumage. Ouais. Donc il se perd vraiment dans la lave, et puis d'un coup, il sort et hop, il capture un petit oiseau, hein, qui est de taille un peu plus gros qu'une hirondelle, quoi. C'est pas très gros, hein. Voilà. Donc c'est ce hibou des marais. Page 29, il y a un dauphin. Alors le dauphin, c'est fantastique parce que les dauphins, c'est vrai qu'on sait qu'un dauphin aime beaucoup nager avec les bateaux, et c'est vrai, quoi. Quand on est en bateau, il y a les dauphins qui viennent à l'étrave, et ça, c'est un vrai plaisir. Ils sautent hors de l'eau, vraiment, on s'amuse avec les dauphins, quoi. C'est vraiment une partie de plaisir, quoi. C'est un animal qui est vraiment très attachant, quoi. Alors page 33, là on arrive à un iguane terrestre. Donc c'est une espèce particulière puisque on la trouve uniquement sur l'île de Santa Fe. Donc scientifiquement c'est Conolophus pallidus. Voilà, c'est une espèce unique et qui ne se trouve que sur cette île de Santa Fe. Voilà. La photo de la page 32 est magnifique. Alors page 32, voilà, on voit bien son environnement avec les cactus. Et lui, il mange les feuilles de cactus, hein, donc avec les épines. Donc il doit avoir un palais vraiment fait en toile émery parce qu'il mange tout. Il se nourrit donc de fruits quand il tombe ou de fleurs, mais aussi des raquettes de cactus. Il ne mange pas d'autres animaux? Non, c'est herbivore. Hein, ça non. Par contre, alors effectivement, c'est un reptile, donc c'est vrai que beaucoup de gens n'aiment pas les reptiles ou en ont peur. Hein. Faut pas les approcher trop près non plus, parce qu'ils auraient peut-être des gestes un peu brusques, mais sinon, ça n'offre aucun danger, quoi. Il n'y a pas de problème avec cet animal. Par contre, c'est vrai qu'il a un aspect un peu préhistorique quand même. Hein. Ouais, ça fait un peu dinosaure. Ouais. Alors ça, c'est Naissance des tortues, donc c'est page 48. C'est Naissance des tortues de mer, donc ici c'est des tortues vertes. Et à un certain moment, donc on voit les petites tortues qui sortent du sable et qui vont gagner la mer. Et à ce moment-là, il y a les frégates, il y a les hérons, il y a un tas d'animaux, des chassiers, etc., qui les attendent. Et là, il y a une tortue sur un millier qui arrive à gagner la mer. Ensuite, à la mer, il y a les requins, il y a les poissons, il y a un tas de choses qui les mettent en péril. Et cette petite tortue, le groupe était formé, on était autour de cette petite tortue. Et on voulait qu'une chose, c'est qu'elle arrive jusqu'à la mer, quoi. Donc ça, c'était quand même important pour nous. Voilà, donc c'est un peu sentimental, quoi. Alors page 53, donc c'est la photo d'une tortue de terre, donc Galapagos. Hein. C'est Lonesome George, en fait. Lonesome George, qui est mort il n'y a pas longtemps, il est mort en 2012. C'était un mâle qui était issu d'une île qui s'appelle Pinta, donc qui est au nord de l'archipel. Et c'était le dernier représentant de cette espèce. Une tortue Galapagos, à l'âge adulte, ça mesure 1,20 m à peu près, et ça pèse entre 220 et 250 kg. Hein, donc c'est très très gros, donc il ne faut pas se faire marcher sur les pieds. Il avait quel âge? Alors Lonesome George, au début, la première fois que je suis arrivé au Galapagos, donc je l'avais photographié dans les premiers jours, on lui donnait 140, 150 ans. Et puis maintenant, on a revu un petit peu, donc on situe sa naissance aux alentours de 1910, et donc la mort 2012, donc ce qui fait à peu près une centaine d'années, quoi. Donc ce qui est quand même pas mal déjà. Ouais, il en a vu. On a essayé de lui présenter quelques femelles à une certaine époque pour essayer de perpétuer la race, et ça n'a pas marché en fait. Ça n'a pas marché, donc il n'en avait plus envie, malheureusement. Et il reste des femelles de cette espèce? Alors justement, c'est que donc
théoriquement, Lonesome George, c'était le dernier représentant de cette espèce, parce qu'il y a 12 espèces de tortues qui sont réparties dans l'archipel. Donc cette espèce était de Pinta. Et alors, récemment, j'ai vu qu'il y avait des scientifiques qui en avaient trouvé donc, sur Isabella, donc une des îles de l'archipel, des tortues, une quinzaine de tortues quand même, dont les gènes correspondraient aux gènes de Lonesome George. Alors on ne sait pas comment ils sont arrivés, parce que c'est quand même assez éloigné. Hein. Parce que les tortues, il faut savoir quand même que les Galapagos sont des îles qui se trouvent à 900 km de la côte, donc de l'équateur. Et la plupart des espèces, en dehors des dauphins, des poissons, etc., ou des oiseaux, qui sont arrivés par leurs propres moyens, les reptiles, par exemple, sont arrivés sur des radeaux dérivants. Parce qu'il y a des radeaux dérivants dont on a eu des tempêtes ici en Europe aussi, hein, des torrents qui charrient des fleuves, et dans les fleuves, ils charrient des branches, des arbres entiers quelquefois, et tout ça, ça constitue quelquefois des îles qui dérivent comme ça. Et donc les reptiles, donc les serpents, les tortues, sont arrivés par ce moyen-là. Parce qu'en plus, les courants sont favorables, c'est-à-dire que les courants éloignent de la côte. Et donc, ils sont arrivés par le propre moyen. Il faut imaginer comme des tortues terrestres qui arrivent sur un radeau comme ça, et puis qui un jour atterrissent sur une île, et puis qui s'installent, quoi. Donc, c'est aussi l'histoire des Galapagos, c'est cette histoire d'arrivée, en fait, hein, d'arrivée des espèces comme ça dans des îles désertiques, parce qu'il n'y a pas grand-chose. Hein. Il n'y a pas grand-chose, surtout au niveau de la mer. Après, en altitude, il y a un peu plus de végétation, mais au bord de la mer, il n'y a pas grand-chose. Donc, toutes ces espèces qui arrivent, qui s'installent, qui cherchent à manger dans un premier temps, ensuite qui cherchent à se reproduire, c'est quand même le propre d'une espèce. Et donc, toutes les réussites et puis les échecs aussi qu'il y a pu avoir, donc pour arriver à créer justement des espèces endémiques, donc des espèces qui sont restées dans certaines îles. Oui, puis tout ça avec un écosystème qui fonctionne en fait. Ah oui, tout est imbriqué. Alors là, l'écosystème, en fait, la principale valeur en fait de cet écosystème, c'est la mer. Hein. C'est la mer, donc c'est la mer qui apporte effectivement la plupart des nutriments. Donc il y a des courants. Il y a un courant de Cromwell qui vient de l'ouest. Il y a le courant subantarctique. Et puis il y a un courant qui est plus chaud qui vient donc de Panama et qui est beaucoup plus chaud et qui s'appelle El Niño. Voilà, El Niño d'ailleurs qui pose quelquefois quelques problèmes autour du globe. Hein. C'est un courant qui se promène autour de l'équateur. Et donc le mélange de ces courants en fait font qu'il y a un apport de plancton qui vient du sud et de l'ouest, de plancton d'abord plancton organique, qui nourrit ensuite la plupart des espèces de poissons, et puis ensuite la chaîne alimentaire se forme comme ça. Donc c'est quand même ce qui est le plus important au départ, donc c'est l'apport de nutriments de la mer. Voilà. Alors page 73, donc ça c'est une photo que j'ai faite en plongée sous-marine, donc c'est des pompanoaciers, donc c'est un nuage de poissons, donc j'étais perdu un petit peu là-dedans, et donc les plongeurs savent ce que c'est qu'être perdu dans un environnement, vraiment, je ne voyais plus du tout où j'étais, tellement il y avait des poissons, des poissons autour de moi, quoi. Voilà. Donc ça c'est impressionnant, et c'est aussi effectivement les conséquences donc, du mélange de ces trois courants, c'est qu'en en fait il y a une faune très très riche, et il y a des grosses concentrations d'animaux, et notamment de poissons, voilà. Tu t'es mis à la plongée exprès pour les îles Galapagos? Non, j'en faisais déjà, j'en faisais avant. D'ailleurs, aux Galapagos, il y a quelquefois des endroits où il y a pas mal de courants, donc faut être prudent quand même. Et puis les règles sont pas les mêmes qu'en France, quoi. Donc les règles sont beaucoup plus strictes en France, en Europe, que dans des îles comme ça. Donc il faut faire attention, quoi. Voilà. Et puis j'imagine qu'il n'y a pas de caissons là-bas.
Le caisson, il est loin, hein, donc il est en Équateur, donc c'est un peu pour les non-plongeurs, le caisson, c'est un caisson hyperbare qui permet de mettre les gens sous pression quand il y a un accident de plongée. De les ramener, en fait, de les ramener à la pression à laquelle ils étaient. On va les laisser chercher sur Google s'ils veulent plus d'infos. Ouais, caisson hyperbare. Nous, on reste au Galapagos. Quand on passe en caisson, ça peut être grave, hein, quand même. Ça veut dire qu'il y a eu un incident de plongée, voire un accident de plongée. Donc, dans ces cas-là, ça peut être grave. Non, mais je posais la question parce que quand on voit les photos du livre, on voit qu'on est loin de tout. Et du coup, de plonger là-bas, c'est pas anodin non plus. Oui, il faut être plongeur. Enfin bon, moi je suis pas un grand plongeur, hein, mais je suis niveau 2, j'ai plus de 300 plongées quand même, donc bon, j'ai jamais cherché à être plus haut gradé, ça m'intéressait pas. Par contre, en niveau 2, ça me suffisait pour faire ce que j'avais envie, ce que je devais faire, quoi. Donc c'était suffisant. Par contre, effectivement, c'est vrai qu'il faut être prudent, quoi. Il faut être prudent. Alors ça, c'est un des serpents, donc des Galapagos, une couleuvre. Hein. Là, on est page donc il n'y a pas 75. Page 75. Il n'y a pas d'animaux dangereux aux Galapagos. Hein, il n'y en a pas. Les serpents ne sont pas des serpents venimeux. Donc là, c'est une couleuvre qui a capturé un jeune iguane. Voilà. Mais il a l'air beaucoup plus gros. Elle va réussir à le manger. Oui, il est beaucoup plus gros. Il mettra du temps, je pense, à le digérer quand même. Mais je pense que s'il a capturé, c'est parce je pense qu'il ira jusqu'au bout. Donc les serpents sont arrivés aussi sur des branches, enfin sur des radeaux dérivants. Ah, ça en fait du chemin. Tu disais avant 900 km 900 km, ouais. 900 c'est km. pas mal. Ouais. Un petit Paris-Marseille. Ouais, même plus. En fait, les radeaux dérivants, bon, quand on s'intéresse un peu à la navigation, il y a des bouquins. Moi, j'ai pas mal de bouquins de navigateurs, notamment de moitessiers. Enfin bon, des gens comme ça qui faisaient le tour du monde et qui quelquefois rencontraient ce genre d'îlots et voyaient des animaux quelquefois dessus. Donc c'est des grosses concentrations de troncs d'arbres, de feuilles, etc., qui dérivent comme ça. Et quelquefois, ça peut être même dangereux pour les navigateurs, parce que de nuit, ils ne le voient pas. Et donc, c'est des radeaux qui transportent des animaux qui ensuite échouent quelque part sur une plage et puis qui s'installent, ou qui meurent, quelquefois qui meurent, parce que effectivement, le serpent ne peut pas vivre trop longtemps non plus en plein soleil, hein, donc voilà. Alors le fou à pattes bleues, donc là c'est 76, donc c'est une espèce donc, qui n'est pas endémique, hein, au Galapagos, donc qu'on retrouve aussi un petit peu autour du monde. Mais par contre, ce qui est spectaculaire chez le fou à pattes bleues, c'est sa parade. Donc il fait ce qu'on appelle la danse du fou, hein, il danse d'une patte sur l'autre. D'abord il est très coloré, il a des pattes bleues pour attirer sa femelle, hein, bien sûr. Et puis, pour voir si vraiment il lui plaît, donc, il fait cette danse, donc d'une patte sur l'autre. Et puis, au terme de cette danse, il écarte les ailes largement et il siffle. Voilà. Donc, c'est assez spectaculaire. Et puis, il recommence. Alors, quand il voit que ça ne marche pas, bon, il recommence. Donc, il recommence sa parade. Voilà. Et ici, alors, sur la même page, il y a donc le mâle en premier plan et la femelle. Donc j'avais fait cette photo que je trouvais assez intéressante parce qu'on voit la différence entre le mâle et la femelle, c'est au niveau de la pupille. Donc la pupille du mâle est plus petite que la pupille de la femelle. Donc la deuxième est floue parce qu'elle est en deuxième plan, hein, mais on voit bien la différence de taille de la pupille. Voilà. Donc là, on a les deux, on a le mâle et la femelle. Et tu as l'explication Pourquoi il a la pupille plus petite Non, c'est une différence comme quelquefois, très, très souvent dans le monde animalier, c'est toujours le mâle qui est plus beau. Le mâle est plus beau que la femelle, notamment chez les oiseaux. Les mâles d'oiseaux sont toujours plus colorés que les femelles. Hein. Donc voilà, c'est une différence au départ. Et là, la différence, alors, il est un peu plus fort, mais pas bon, ça se voit pas beaucoup comme ça à l'œil nu. Par contre, la pupille, oui, ça se voit tout de suite.
Non, on pourrait penser qu'elle voit mieux dans le noir ou que du coup, Non, il y a une. non, c'est des utilité. animaux diurnes, hein, donc non, c'est des animaux diurnes. C'est les fous sont bon, je sais pas pourquoi on les appelle fous, mais je pense qu'il y a aussi par rapport à leur technique de chasse, hein, donc ils plongent, c'est des oiseaux plongeurs qui prennent leur élan, enfin, et qui plongent à peu près d'une trentaine de mètres quand même, et qui au dernier moment tendent les ailes en arrière, donc pour adopter une forme de fuseau en fait, hein, et pour pénétrer dans l'eau avec le bec en avant bien sûr. Donc ils ont des petits comme des coussinets d'air entre le plumage sur le front pour amortir justement le choc, l'impact. Et ensuite, sous l'eau, donc soit ils ont transpercé le poisson du premier coup, soit ils poursuivent un petit peu avec leurs palmes. Voilà, c'est des oiseaux qui nagent un peu sous l'eau. Alors il y a les frégates. Donc les frégates, je n'ai pas noté la page, mais bon, ça peut être 79. Là, c'est une frégate. Alors c'est une frégate mâle. Bon. Mâle, pourquoi ? Parce qu'on voit parce qu'elle a donc ce ballon rouge là, cette peau du cou qui se gonfle. Donc toujours pareil pour plaire à la femelle, hein, pour l'impressionner. Et ça, c'est uniquement pendant la parade nuptiale, donc pendant la période d'accouplement. Ils volent aussi avec, hein, ça les gêne pas, ça pendouille un petit peu, mais ça les gêne pas. Alors là, page 82, j'avais noté cette photo d'otarie parce qu'elle fait des petites bulles. Et en fait, c'est un grand plaisir de nager avec des otaries. Donc de nager, soit en bouteille également, parce qu'en bouteille, on a le temps enfin en bloc plutôt, on a le temps d'apprécier, d'observer. Donc, parce que les otaries viennent vraiment presque à toucher, quoi. Ils sont curieux, ils viennent voir les plongeurs comme ça, elles nous frôlent, enfin c'est fantastique, quoi, c'est bête. À terre, par contre, faut se méfier, ça peut être un peu plus agressif, mais dans l'eau, c'est formidable, quoi. On joue avec, surtout les jeunes et les femelles. Les mâles sont un peu plus distants, mais les jeunes et les femelles sont vraiment très joueurs, quoi. On passe des moments terribles avec les otaries. Donc soit en plongée sous-marine, soit avec palme, masque et tuba, ça suffit bien souvent dans des endroits. Il y a des rassemblements d'otaries qui viennent tout de suite voir les nageurs, donc c'est sympa, quoi. Voilà. Ça, c'est un côté sympa des Galapagos. Ça devait être une vraie expédition, parce que tu nous disais avant que tu travaillais avec un 500 mm, donc là j'imagine que tu as encore plus le caisson, ouais. Plus tout le matériel de plongée. Ouais. Alors oui, ça c'est vrai que... oui, parce qu'en plus j'ai un 14-24 donc, pour mettre dans un caisson, donc ça fait gros. Alors à l'époque, j'avais un Ikonos à l'époque, qui est un Ikonos, donc c'est un appareil Nikon qui va dans l'eau directement sans caisson. Donc ça a quand même un côté plus pratique. Par contre, il faut des flashs. Sous l'eau, il faut des flashs, hein, parce qu'à partir d'1,50 m pratiquement, c'est le bleu qui domine, donc il faut un flash pour faire ressortir les couleurs. Voilà. Donc effectivement, il faut beaucoup de matériel. Ce qui pose de plus en plus un problème, parce que maintenant, dans les avions, on tolère de moins en moins de sacs photos, enfin de sacs volumineux. Ouais, puis c'est du matos fragile, tu vas pas le mettre en soute. Ah oui, absolument. Donc du coup, t'as combien de kilos de matos là en cabine ? Au maximum, je suis à 17 kilos. Ah, ça dans un sac photo. Faut négocier un peu avec... faut négocier ou faire semblant qu'il passe pas ce... Je connais. Non, mais c'est vrai que ça pose un problème, quoi. Ça pose de plus en plus un problème. Alors la page 100, donc c'est un endroit qui s'appelle Bahia Sullivan. C'est une éruption volcanique qui a à peu près 160 ans, donc qui n'est pas si vieille que ça. Et ça fait comme un champ, en fait, de lave. Et à certains endroits, la lave a fait des sculptures. Donc là, on voit par exemple des petites bulles de gaz. Ça fait comme un collier, en fait. Et puis, donc ça, c'est la page 100. Donc on voit d'autres sculptures. Là, on dirait un bouquet, par exemple. Donc effectivement, il faut passer du temps, il faut regarder. Bon, il y a des gens qui passent très vite, qui ne regardent pas. Puis quand on a un peu l'œil un peu aiguisé, un peu photographe, un peu aiguisé, donc on cherche les endroits. Et on arrive à trouver effectivement ce genre de dessin. Donc voilà, très graphique. On dirait une naissance, par exemple, un enfant. Enfin, c'est assez beau. Moi, ça m'avait, tu vois.
lave torsadée, lave cordée, enfin donc tout dépend des endroits. Et puis il y a ces cactus aussi, donc ça c'est la page 102, c'est le cactus des laves. Alors le cactus des laves, donc c'est un cactus effectivement qui pousse dans une anfractuosité, une fêlure de la lave, il y a des graines qui se déposent et puis hop, il y a un cactus qui pousse petit à petit. Voilà, donc ça c'est un cactus aussi endémique. Le contraste est magnifique, donc pour décrire la photo, la lave elle est noire et les cactus sont d'un beau jaune et le contraste de la photo est magnifique. Voilà. Et puis aussi montrer aussi que la naissance de la vie, en fait, ça tient pas à grand chose, puisque c'est vraiment désertique. Hein, c'est un champ de lave, il y a rien, quoi. C'est comme un sol. On se demande un peu carrelé. De quoi ces cactus se nourrissent. Et oui, en plus il pleut pas beaucoup, hein, donc ils arrivent quand même à pousser. Donc de temps en temps, il y a quand même un peu d'humidité. Donc c'est comme ça qu'ils se nourrissent en fait. Et puis voilà. Ils arrivent à pousser dans un endroit vraiment perdu, quoi. On arrive à la page 138. Donc la page 138, ça c'est la page du cormoran aptère. Alors le cormoran aptère, donc comme son nom l'indique, c'est un cormoran qui ne vole pas. Parce que les cormorans, on a des cormorans chez nous, on a deux espèces, hein, les cormorans huppés et les grands cormorans. Donc c'est des oiseaux qui volent, qui pêchent, hein, qui vont dans l'eau pêcher les poissons, qui nagent très bien d'ailleurs. J'ai essayé d'en suivre une fois en Corse. Même avec des palmes, il allait quand même très très vite. Sous l'eau, ça nage très très vite. Et donc, ce cormoran aptère, lui, contrairement donc aux cormorans d'Europe et d'autres régions du monde, c'est un oiseau qui ne vole plus. Alors, ce qui s'est passé en fait, c'est que ses ailes se sont atrophiées, son corps s'est alourdi, il a de grosses pattes, et il est devenu presque un oiseau aquatique, en fait. Donc il se nourrit toujours de poissons, mais par contre, il ne vole pas. Donc il va dans l'eau en marchant, et il plonge, et puis là, il va chercher sa nourriture. Voilà. Donc ça, le cormoran aptère, c'est important au Galapagos, parce qu'en fait, c'est ce qui explique, mais vraiment physiquement, si je peux dire, la théorie de Darwin de l'évolution. Voilà. Parce que cet oiseau est en pleine évolution. Il perd ses ailes et puis petit à petit, peut-être dans plusieurs milliers d'années, peut-être ce sera devenu un manchot. Voilà, ce sera devenu une sorte de manchot particulier. Alors sauf qu'il est obligé, comme les manchots, il est obligé de venir sur Terre pour respirer, bien entendu. Hein. Mais voilà, donc ça c'est vraiment une photo d'une espèce endémique qui est importante au Galapagos. Alors ça c'est un paysage, hein, parce que jusqu'à présent on parlait d'espèces. Ça c'est un paysage, ça s'appelle Cabo Rose, donc c'est sur Isabella, le sud d'Isabella. Page 165. Page 165, donc c'est une coulée de lave aussi, d'un volcan Wolf, donc qui se trouve au sud d'Isabella, et qui est arrivé en pleine mer. Et on arrive en bateau, c'est un peu compliqué, on arrive, il faut y aller en Zodiac, parce que en fait il y a des rouleaux qui brisent donc c'est assez impressionnant, il faut choisir le bon moment pour passer, et on arrive vraiment dans une piscine. Donc là, tout est calme, et il y a ces petits rochers de lave avec des cactus, des cactus candélabres, donc qui ont poussé également, toujours pareil sur la lave. Hein. Et là, c'est le havre de paix, donc c'est calme. Et cet endroit-là donc sert justement au développement des petits poissons, des petits requins, des tortues qui viennent ici parce que c'est relativement tranquille. Voilà. Donc ça, c'est très joli, hein, c'est un coin que j'aime beaucoup au Galapagos, Cabo Rose. Alors, il n'y a jamais de présence humaine. Les îles ne sont pas habitées. Il y a des îles, oui. Santa Cruz est habité, hein, donc il y a des fermes et puis il y a une ville, hein, Puerto Ayora. Donc sur Santa Cruz, qui est en même temps un petit port, qui est un petit port de pêche et un peu de plaisance. Et puis c'est de là que partent tous les bateaux pour faire les safaris, quoi, enfin si on peut dire. Sinon, il y a aussi Isabella, qui est aussi où il y a une île, et puis San Cristobal. Ouais, donc il y a 3 îles qui sont habitées, avec des villes, disons, entre guillemets, c'est pas des villes comme en Europe, hein, mais enfin il y a quand même beaucoup de maisons.
Donc voilà, principalement, ce sont les 3 endroits qui sont habités. Sinon, les îles Galapagos, c'est un parc, en fait. C'est un parc national, donc on ne peut pas y aller. Pour aller aux Galapagos, il faut un bateau, mais non seulement il faut un bateau, mais en plus il faut des autorisations. Il faut automatiquement dans le bateau qu'il y ait un garde, un rangers, un garde national qui soit équatorien. En principe, c'est des équatoriens, donc ils sont formés, donc qui doit faire partie automatiquement du bateau. En plus, le parc donne des itinéraires, c'est-à-dire ce que moi je n'ai pas connu les premières années où j'y suis allé, c'est on choisissait notre itinéraire, alors que maintenant ce sont les itinéraires imposés. Donc c'est un peu plus compliqué. Voilà. Il y a des îles qui sont interdites, hein. Il y a des îles qui sont réservées uniquement aux scientifiques. Alors page 185. Donc 185, c'est le requin-marteau. Donc ça, c'était en plongée. D'ailleurs, la photo est pas très bonne, si on peut dire, au point de vue qualitatif, hein, parce que au Galapagos, il y a beaucoup de plancton. Donc il y a ce plancton marin qui est toujours en suspension. Il y a beaucoup de courant, donc ça bouge beaucoup. Donc les zones ne sont pas claires. C'est pas du tout la mer Rouge où on voit à 25 mètres sans problème. Non, alors ça, c'est des eaux très, très, très foncées. Et donc, à un moment donné, j'étais en plongée, et je vois arriver ce requin-marteau direct, tout droit sur moi, quoi. Donc, moi, j'étais derrière mon appareil photo, puis quand on est... Alors ça, c'est une réaction de photographe que tu dois avoir, c'est qu'on se sent toujours protégé derrière un appareil photo. Oui. Hein. Voilà. On dit, non, moi, je fais de la photo, donc il ne peut rien m'arriver, quoi. En fait, c'est comme ça qu'on ressent les choses. C'est ça. Et donc, je l'ai vu s'approcher. J'attendais pour le flasher, parce qu'il y avait un coup de flash quand même à mettre. Mais j'attendais vraiment qu'il ait la meilleure position possible, quoi. Et au dernier moment, donc, il n'était pas loin, parce que là, je suis au 20 mm quand même. Donc, il est vraiment très, très près. Il est vraiment pas loin. Il est très, très près. Et au dernier moment, hop, il a viré sur sa droite. Et là, j'ai fait la photo. Voilà. Donc, on voit les yeux, on voit le côté. Et d'ailleurs, à cette époque-là, on était dans une palanquée, il y avait un Américain à côté qui m'a dit « Ah ouais, c'est bien et tout, tu l'as pris juste au moment où il tournait. » et tout. Effectivement, mais bon. Mais je ne savais pas trop bien ce qu'il allait faire quand même, hein, parce que les requins-marteaux, ça fait partie des 5 espèces les plus dangereuses quand même de requins quand même. Mais bon, enfin... Alors par contre, oui, pour la petite histoire, j'ai jamais été attaqué par un requin. J'ai jamais été embêter les requins, je les ai juste photographiés, donc je pense que pour ça ils m'ont pas tenu rigueur, ils m'ont jamais attaqué. Donc le requin-marteau, effectivement, qui est une espèce dangereuse, en fait elle n'est pas plus dangereuse que les autres, sauf si on la provoque ou si on essaie de nourrir, ce qui se passe beaucoup. La plupart des accidents de plongée, c'est ça, hein, avec des requins, c'est quand on les nourrit, donc au bout d'un moment les animaux sont excités et après ils confondent le poisson qu'on leur donne avec la main du donneur, donc voilà. Oui, parce que moi, je plonge aussi et à chaque fois que j'ai vu des requins en plongée, ils avaient plus peur que moi. Ouais. Ils sont curieux, en général ils viennent voir et puis ils s'en vont, quoi. Moi j'ai vu un bulldog, un requin bulldog aussi qui est venu voir une fois. Il est venu puis il est reparti, quoi. Donc ça fait partie des plus dangereux aussi, des bulldogs, hein, mais voilà. Ce que tu disais avant là, ça me fait réagir parce que j'ai une anecdote pareille quand tu parlais du fait qu'en tant que photographe on se sent toujours protégé. Ouais. Un jour j'étais en Afrique du Sud avec un ami, Brice, et je cherchais à photographier un éléphant, mais la photo où on ne voit que de l'éléphant avec le visage, la trompe et les oreilles déployées. Ah ouais. Et je voulais rien voir d'autre que de l'éléphant sur la photo et je voulais pas tricher en recadrant après prise de vue. Donc on avait un véhicule avec toit ouvrant, moi j'étais debout dans la voiture. Et puis je disais à Brice, avance encore un peu. J'étais avec un 200 et un doubleur de focale et ça suffisait pas. Et j'étais derrière mon appareil photo, moi j'étais tranquille. Et puis il y a mon pote qui me tire le bras, il me dit bon là Jules, on est quand même un petit peu près. Et donc j'ai enlevé l'appareil photo de mon visage et puis il dit ouais c'est vrai qu'on est un petit peu près. Et l'éléphant il commence à être pas content du tout. Donc on a reculé, mais moi je voyais pas le danger effectivement. Ah ouais, on voit pas. Non, c'est vrai, on voit pas le danger. Hein. C'est bien, hein, c'est mieux parce que ça permet de faire des choses quand même, quoi. Mais faut croire qu'il y a un bon Dieu pour les photographes, quoi. Ça doit être ça. Non, ou pareil, parfois c'est pareil en randonnée dans la montagne. Moi je suis sujet au vertige.
Donc je fais des photos, j'ai pas peur, rien du tout, et puis quand j'enlève l'appareil photo pour me déplacer, je fais oula, le bord est prêt. Mais ouais, c'est un bon moyen de défense. On est arrivé à la dernière page que tu avais notée. Bah écoute Yves, merci pour ces 2 beaux voyages. Alors pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance d'acquérir les livres de Yves, vous pouvez les trouver sur Collection Miwa. Ils sont au prix de 45 € chacun, oui. Enfin, sensiblement les mêmes pages. Il y en a qui fait 198, l'autre 220, donc à peu près le même nombre de pages. Alors, les 2 livres ont la même présentation, donc tu me disais tout à l'heure avant qu'on enregistre que tu avais voulu faire une collection. Tu les as sortis en même temps les 2 ? Oui, je les ai sortis en même temps, oui, parce que je me suis dit qu'il fallait que je me jette à l'eau, parce que d'abord, sur les Falklands et les Galapagos, il n'y a pas grand-chose, hein, il n'y a pas beaucoup de livres, il y a des livres anglais qui existent, mais par contre en français, il n'y a rien. Donc je me suis dit qu'il fallait que je le fasse, quoi. Galapagos, il y a un guide qui avait été fait par Pierre Constant, qui m'a d'ailleurs beaucoup aidé, que j'avais rencontré d'ailleurs à l'époque à Paris, Pierre Constant, qui a fait un beau guide sur les Galapagos, qui parle un peu de tout, hein, des plantes, des espèces, etc., de la formation géologique, donc c'est toujours très intéressant. Mais sinon, en Bolivie, il n'y a rien, quoi. Donc voilà, donc je me suis dit, il faut le faire, quoi. Il faut le faire. Tu les as sortis quand, les 2 livres là ? Alors malheureusement, j'ai sorti fin 2019, c'est-à-dire juste avant la période Covid. Donc j'en ai mis dans certaines librairies, à Montpellier, à Marseille, à Nice aussi, à Bandol, à Toulon aussi. J'en ai mis quelques-unes, ils ont vendu, mais bon, avec le Covid, malheureusement, ça a freiné quand même. Ouais, ça a été une période un peu compliquée. C'est pas une bonne période, quoi. Donc faudra attendre un petit peu plus pour avoir vraiment les résultats, quoi. Bon, là, les festivals commencent à reprendre. Alors, tu me disais tout à l'heure que là, pour l'instant, tu ne faisais pas de festival, mais j'imagine que tu... Pour l'instant, mon idée, c'était de faire des expositions, parce que je peux faire une exposition d'une trentaine de photos, disons, on pourrait prendre 15 photos de chaque, pour présenter les livres. Malheureusement, les festivals, moi j'ai essayé de m'inscrire, mais bon, ça a été annulé. Enfin bref. Ouais, puis souvent ils reprennent un peu la programmation de l'année d'avant qu'ils avaient annulé, j'ai l'impression. Ceux d'avant. Donc pour l'instant, je me suis dit, il va falloir attendre 1 an ou 2, quoi, pour que tout ça se calme un petit peu et puis repartir après. Alors en 2019, donc je l'avais sorti juste avant Montier-Ander, le festival de Montier-Ander. Et là, ils m'en avaient pris à la librairie, donc ils en ont vendu. Ils ont vendu des 2 livres, des Falklands et des Galapagos, à la librairie de Montier-Ander. Voilà. Ils en ont vendu combien ? Ils en ont vendu 4. D'accord. Après, ils vendent pas que le tien non plus. Ils vendent pas que... Non, parce qu'il y a beaucoup... à la librairie de Montier-Ander, il y a beaucoup de titres, beaucoup d'auteurs qui viennent. Donc, effectivement, il y a le choix, quoi. Donc, moi, j'étais content, parce que ça prouve quand même que ça a plu, quoi. Donc... Mais bon, je m'attendais un peu plus, mais bon, le mieux quand même, justement, c'est les festivals, parce que là, en plus, on peut rencontrer les gens, on peut en parler aussi, donc ça rend plus vivant un peu l'acte. En festival, c'est sûr que c'est plus simple. Alors, tu as fait partie des nombreux photographes qui ont imprimé chez Escourbiac. Ton expérience avec eux. Alors cette partie-là du podcast, c'est plus pour les photographes qui ont envie et qui ont en projet d'éditer un livre. Alors, Escourbiac, bon, il y a d'autres imprimeurs, hein, alors, il faut dire quand même que moi, j'ai passé 15 ans dans une imprimerie en tant que commercial. Donc, j'avais comme client des agences de publicité, il y avait des périodiques, enfin un peu de tout, quoi. Donc, j'avais... En plus, j'amenais des clients dans l'usine pour leur faire visiter l'usine, pour leur faire visiter voir comment les machines fonctionnaient, ce qu'on avait comme équipement, etc. Donc j'ai cet avantage d'avoir passé 15 ans dans ce métier quand même. Donc ce qui m'a permis quand même d'avoir une certaine idée de la qualité d'un imprimeur. Voilà. Donc Escourbiac, j'en avais entendu parler, donc je suis allé les voir. Et puis, alors Escourbiac, je le dis d'ailleurs dans les livres, hein, c'est des gens qui travaillent avec du papier écologique, avec des encres, etc. Donc ils ont tout un système qui correspond à la protection de la nature, à laquelle je suis sensible, bien sûr. Et au point de vue qualité, donc ils avaient une bonne machine, une 8 couleurs, donc ce qui est quand même pas courant quand même, qui permet d'imprimer les 2 côtés à la fois. Donc c'est d'imprimer en feuille, hein, c'est pas un imprimeur auto, c'est d'imprimer en feuille.
donc qui est de qualité. Et en plus, j'ai été vraiment très très bien reçu. Ça a toujours tout de suite été très cordial. Voilà. En plus, ils ont tenu leur délai. Enfin, tout s'est bien passé, quoi. Aussi bien sur machine, parce que je tenais à être sur machine quand même, à le voir d'ailleurs. Sur mon site, il y a des photos où j'ai les feuilles en main, où je regarde, je contrôle les feuilles quand même. Donc tout ça s'est bien passé avec les employés sur place. Enfin, vraiment, ça s'est très très bien passé. Voilà. Et ils ont tenu leur délai, ce qui est quand même pas rare quand même. Mais ce qui est bien chez un imprimeur, parce qu'un imprimeur, bien souvent, pour une raison ou d'autre, ne respecte pas les délais. Donc voilà. Eux, par contre, ils ont respecté les délais, ils ont été très bien. Et au point de vue qualitatif, ça a été bien, quoi. Donc ce qui m'a permis justement d'avoir des livres à Montier-en-Der la première année. Alors là, on sort d'une période un peu compliquée avec la Covid. Tu nous disais tout à l'heure que tu aimerais beaucoup retourner aux îles Falkland. Ouais. D'autres voyages de prévus? Un autre livre peut-être? Alors, tu sais, c'est lourd de gérer. Je le sais, ouais. Hein, Mais normalement, en général, quand on en a fait un, et ben, on a toujours des idées pour en faire d'autres. Et oui, mais bon, moi j'aimerais bien en faire un justement sur le Mercantour, parce que j'y vais assez souvent dans le Mercantour. J'ai fait les 4 saisons dans le Mercantour. Hein. J'ai fait l'été et l'hiver. L'été pas trop, mais surtout l'automne, le printemps et l'hiver, quoi. Donc, l'hiver en raquette, c'est sympa dans la neige. Donc j'ai pas mal de documents, j'ai pas encore tout. Mais peut-être un jour, si j'arrive à avoir ce que je veux, parce qu'il faut vraiment... j'ai pas encore tout sur le Mercantour pour me lancer dans un livre, quoi. Et puis en plus, il y a l'écriture qui est quand même très dure, quoi. Parce que les Galapagos, c'est relativement facile, entre guillemets, d'écrire, parce qu'il y a toute une histoire, il y a une formation, il y a quand même... Il y a l'endémisme, enfin il y a la formation des îles, il y a l'arrivée des espèces, tout ça, on peut quand même, ça fait quand même beaucoup d'histoires à raconter. Les Falklands, c'est un peu pareil, hein, c'est un peu la même histoire que les Galapagos. Par contre, écrire sur le Mercantour, c'est beaucoup plus dur. Donc l'écriture, c'est quand même dur, à moins de trouver quelqu'un qui écrit. Mais pour l'instant, alors j'ai pas d'autres projets de livres, tout au moins. Pour l'instant, je voudrais bien arriver à bien dynamiser la vente des deux livres que j'ai faits, là, avant d'avoir l'idée d'en faire un autre. Il y a pas mal de textes dans tes livres, et c'est vraiment un truc auquel tu tiens. Tu veux qu'il y ait du texte avec tes photos? Oui, je pense que c'est obligatoire. Alors oui, je pense que c'est obligatoire qu'il y ait du texte et puis du ressenti, quoi. Savoir à tel moment ce qu'on a ressenti sur le terrain, quoi. Ça, je trouve que c'est important quand même. C'est pas qu'une image, en fait. C'est pas qu'une image à montrer. Je pense qu'il y a toute une histoire derrière. C'est un peu comme le peintre qui... Alors des fois on se trompe un peu, parce que des fois on voit une peinture et on dit le peintre a voulu dire ça, en fait c'est pas vrai du tout, il y pensait pas, mais une photo, oui, c'est... des anecdotes comme ça dans les expos aussi. Ouais. Oh, le photographe a voulu exprimer. Non, pas du tout, c'était juste joli en fait. Mais c'est vrai que l'écriture c'est pas facile, hein. L'écriture c'est très dur de bien écrire. Moi j'ai pas de prétention, hein. Je fais que raconter des petites histoires en fait. J'ai fait des articles dans le temps, hein. Je faisais des articles par contre que je publiais dans La Vie des Bêtes ou Télépoche ou des trucs comme ça, donc des petits articles qui parlaient justement d'une espèce, mais se lancer dans du texte c'est quand même plus dur, quoi, vraiment, voilà. Donc pour l'instant c'est plutôt calme. Ok. Alors je voulais lire un petit texte tout à l'heure pour commencer l'épisode, mais tu m'as pris de court, donc je vais le lire maintenant. C'est un texte que l'on trouve sur ton site, que Diane Lallemand, quand on avait fait la petite visio lors du premier confinement, je crois, pour lancer Collection Miwa, avait déjà lu. Et je voulais le relire dans le podcast parce que c'est un texte très sympa sur le photographe animalier et je trouve qu'il exprime bien ce qu'on peut ressentir en fait en voyant les photos du livre. Se lever à l'aube, ou même avant, humer l'air pour y retrouver des odeurs familières, s'étirer en écoutant les murmures de la vie qui s'éveille, dans l'atmosphère humide du matin calme. Ainsi commence la journée d'un animal, ainsi débute la journée du photographe animalier. Une journée faite de plaisirs simples, chercher, marcher, repérer, approcher, la bilbaude. Attente, immobilité, silence, patience, l'affût. C'est toi qui l'as écrit donc. Ah oui,
Oui, Donc photographe et poète. Oh, je sais pas. Enfin là, je parle de deux choses, donc la billboard et l'affût, parce qu'effectivement, ça fait partie c'est donc les deux façons de travailler d'un photographe, un travail entre guillemets, parce que pour moi, c'est pas un travail, c'est plutôt un plaisir. Donc la billboard, c'est la recherche comme ça, avec l'appareil à la main, on va chercher les animaux, on va essayer de les approcher. Il faut quelquefois les surprendre, puis des fois on est surpris. Et puis à l'affût. Donc l'affût, c'est plus statique. Là, on a trouvé quelque chose, alors moi j'ai beaucoup pratiqué, maintenant je le fais plus parce qu'il y a quand même des dangers, et puis maintenant avec les focales qui ont quand même grandi, donc on n'en a plus tellement besoin. Mais au début j'ai fait beaucoup d'affûts au nid, en fait, au nid. Donc le travail c'était de chercher le nid, trouver le nid, et puis ensuite de construire un affût. Alors ça ne s'arrêtait pas là, c'est-à-dire que l'affût il fallait le construire et que l'animal, l'oiseau l'accepte. Voilà. Donc ça veut dire le construire sur plusieurs jours, amener des matériaux petit à petit, grossir quelque chose, mettre une toile pour boucher les trous, enfin voilà. Et puis en fait j'ai eu des surprises fantastiques, c'est-à-dire des animaux qui avaient accepté l'affût et qui dormaient, carrément, qui dormaient dans leur nid parce qu'ils avaient tellement confiance qu'ils s'en rendaient même plus compte. Mais c'est vrai. Et donc alors, l'avantage de l'affût, c'est qu'on assiste effectivement à des comportements qu'on n'assiste pas en billboard, parce qu'en billboard on surprend l'animal, tandis qu'en affût, quand il est confiant, eh bien il nourrit, il tourne ses œufs, enfin quand c'est l'oiseau, donc on le voit tourner ses œufs petit à petit pour chauffer toutes les parties de l'œuf, on le voit nourrir ses petits, on le voit par exemple pour les animaux de la lande, comme les courlis par exemple, qui sont très, très méfiants, il y a celui qui couve, et puis celui qui monte le guet, qui prévient en fait l'animal qui couche, qui couve, qu'il y a un danger qui s'approche. Donc c'est fantastique ça. Et donc la communication entre les animaux, quoi. Donc tout ça on le vit, on l'apprend dans un affût. Voilà. Donc j'en parle effectivement parce que effectivement c'est deux choses de base, quoi, de l'affût et puis alors l'affût il faut rester quelquefois 10-12 heures dans un affût. J'ai fait des affûts à des faucons, il faut rester 12 heures dans un affût quand même, sans bouger, sans faire de bruit, donc c'est pas toujours confortable. Un affût c'est petit, on est toujours plié, enfin bon, c'est toujours humide, donc c'est pas très confortable, mais bon, on découvre beaucoup de choses, quoi. La dure vie d'un photographe animalier, je te disais avant, moi j'ai aucune patience pour ce genre de truc. Ouais, et c'est parfois frustrant parce que j'aimerais faire des belles photos comme on peut en voir dans les bouquins sur les animaux, que ce soit dans les tiens ou ceux d'autres photographes. Mais non, mais pour moi c'est pas possible. Ouais. Et encore que il y a un monde qui est encore plus dur à photographier, c'est le monde microscopique, quoi. Donc là ça demande encore beaucoup plus de patience, quoi. Ouais. Mais là je me suis pas lancé là. Non, je préfère le monde qui bouge, quoi, que l'on voit bouger. Ça ferait des bagages en plus encore. Ah, en plus. Ouais. Ouais. Mais écoute, je te remercie. Est-ce que tu veux dire encore un mot pour conclure ce podcast, cet épisode? Je pense on n'a pas tout dit, mais bon, je pense que le mieux c'est de découvrir effectivement. Alors les Falklands, les Falklands c'est les Malouines, parce qu'on connaît peut-être plus les Malouines, donc qui sont d'origine, c'est les marins de Saint-Malo, qui sont arrivés là-bas. Il y a toute une histoire aussi sur les Falklands, parce que ça a appartenu à un moment donné à la France. Ensuite, on l'a donné à l'Angleterre, mais c'est dommage, parce qu'on aurait pu être chez nous là-bas. Bon, enfin, voilà. Bon, c'est vrai que c'est des terres qui sont quand même assez lointaines, quand même. Voilà, et puis les Galapagos, les Galapagos, alors... c'est un peu plus compliqué pour y aller. C'est-à-dire, il faudrait vraiment rentrer dans un groupe. C'est vraiment structuré, quoi. Voilà. Mais c'est vrai, effectivement, c'est deux belles destinations, parce que j'en ai vu d'autres quand même. J'étais en Inde quand même 5 ou 6 fois, en Afrique de l'Est. Donc c'est beau aussi, on prend du plaisir. Les espèces sont à profusion, c'est différent, quoi. Mais bon, ça c'est vraiment deux destinations qui me tiennent à cœur, quoi. Qui sont plus rares aussi. Qui sont plus rares, oui, qui sont moins connus. Donc voilà, c'est pour ça que je voudrais bien qu'on connaisse un peu plus ces deux destinations, quoi. Parce que c'est vrai que les Galapagos, on connaît Darwin, quoi. Tout le monde connaît Darwin, mais par contre, quels sont les liens avec les Galapagos, on ne sait pas très bien, quoi.
Et qu'il avait 27 ans quand il est arrivé aux Galapagos. Hein. Donc il était tout jeune. Il était jeune, oui. Parce que quand on imagine Darwin, on le voit toujours avec une barbe. Le vieux barbu. Oui, on le voit toujours avec une barbe. En fait, il a publié, je crois, 20 ans après son texte Origine des espèces, l'évolution. D'accord. Donc il a publié très longtemps après. Mais en fait, les Galapagos, ça fait partie du voyage du Beagle. Et il était jeune naturaliste à l'époque. Hein. Et il est passé aux Falklands aussi, donc il a fait un petit peu, moi j'ai fait la route de Darwin, quoi, un petit peu les Falklands, les Galapagos. Sans la barbe. Sans la barbe. Voilà. Donc c'est des destinations effectivement qui me tenaient à cœur. Merci Yves. Voilà. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, les 2 livres de Yves, donc Falkland et Galapagos, sont disponibles sur collectionmiwa.com au prix de 45 € chacun. Je me souviens plus, tu as pris l'option dédicace ? Oui, je peux voilà, faire une oui, tout à fait. Si vous le souhaitez, il y a un petit formulaire à remplir au moment où vous achetez le livre, où vous pouvez mettre votre nom et Yves se fera un plaisir de vous le dédicacer. Voilà. Ok, écoutez, merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous avez aimé, comme d'habitude, une note de 5 étoiles, ça serait top pour les algorithmes. Un commentaire, c'est encore mieux. Et je vous retrouve, j'espère, dans 15 jours. Alors c'est les vacances, ça devient compliqué de trouver des photographes disponibles pour les épisodes du podcast. Mais si tout va bien, je vous retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Au revoir. Au revoir Julien.